Martine Selleret, psychanalyste, vit entre Paris et le Morbihan. Elle débute comme esthéticienne, tient une bibliothèque pour étudiants à Sfax en Tunisie, enseigne le yoga avant de se lancer dans une formation pluridisciplinaire. D'abord, elle se forme à la psychanalyse jungienne et à l'analyse des rêves, puis à l'analyse structurale, aux thérapies de groupe et enfin à l'expression corporelle, mais aussi au rebirth, ce qu'on appelle la renaissance. De la Pitié-Salpêtrière au centre hospitalier de Pontivy, de la gestion du stress à celle des conflits en entreprise ou dans la fonction publique et plus globalement des conflits et des situations difficiles, Martine Selleret affine sa méthode. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez une histoire personnelle, vous avez un parcours, vous avez vécu à l'étranger, vous avez sûrement connu des problèmes, des souffrances, vous n'êtes pas devenu psychanalyste par hasard. On est bien d'accord, on ne devient pas psychanalyste par hasard et c'est vrai qu'effectivement j'ai eu une enfance assez difficile. Je suis aussi la 7e d'une famille de 8 et mes parents avaient de très peu moyens, mais bon, ils savaient survivre à leurs enfants et à leurs inconvénients. Mais ça m'a amené aussi à me poser beaucoup de questions et puis à chercher à être très près des gens, très proches et de comprendre la souffrance. Parce que quand un enfant souffre et qu'il n'a pas de réponse, donc il est seul, il est face à sa solitude et à un moment donné, si vous voulez, moi, je me dirais plutôt psychanalyste humaniste. À un moment donné, il peut basculer. Il peut basculer dans la maladie mentale. Très vite. Et quand vous voyez tout ce qui se passe actuellement, même au niveau des enfants qui parlent très facilement de suicide, et le pire, c'est que les parents n'entendent pas forcément l'appel au secours. Donc là, moi, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai accepté votre interview et je vous en remercie. C'est pour ça que j'ai accepté parce que j'ai envie de prévenir les femmes. Ce n'est pas uniquement un titre pour provoquer la femme. Voilà, alors vous venez de publier un livre qui vous a demandé 10 ans d'efforts et d'écriture, d'après ce que vous m'avez expliqué. Oui, il m'a fallu ces 10 ans, bien pour... Donc c'est pas un livre comme ça, marketing, lancé sur le marché avec un titre provoquant. Ce titre, Pourquoi la femme est-elle folle, il rompt le politiquement correct qui en général fait qu'on parle des hommes, de leur machisme, de leur violence, mais jamais de celle des femmes. La femme est une image taboue. Alors pourquoi d'abord ce titre ? Le titre, tout simplement parce que j'ai écrit ce bouquin à l'époque de la vache folle. Et si vous voulez, ça faisait déjà beaucoup d'années que je pratiquais, que je consultais, que j'avais beaucoup de femmes qui venaient me consulter. Et effectivement, je me suis aperçue que cette folie était vraiment omniprésente et qu'elles en souffraient. Et qu'elles n'avaient pas forcément vraiment quelqu'un pour pouvoir écouter cette folie, quoi. Alors folie, parce que c'est un terme qu'on utilise assez facilement. Les faux liens à la mère, faux liens au père. Voilà, folie, c'est un terme qu'on utilise assez facilement en psychanalyse. Oui, psychiatrie également. Et en fait, il a une traduction dans la vie contemporaine. C'est ce qu'on voit par exemple dans des séries télévisées sur la guerre des sexes. Il y a aussi Desperate Housewives, cette fameuse série américaine qui illustre aussi ces difficultés Et c'est un problème au départ, donc de souffrance pour la femme dans une société où elle est souvent de plus en plus isolée d'ailleurs. De plus en plus isolée, je dirais pas forcément comprise. Et la femme dans ces cas-là, si vous voulez, le seul recours qu'elle a et qu'on peut observer, c'est de lutter, c'est de revendiquer. Mais je pense pas qu'elle ait atteint sa liberté. La liberté de la femme, en fait, si vous voulez, pour moi, c'est quelque chose. D'abord, qu'est-ce qui m'enferme, qu'est-ce qui m'emprisonne? C'est surtout ça qui va me permettre d'accéder à ma liberté. Alors, tout le combat des femmes, et elles le revendiquent, c'est justement de s'être libérées. Ça a commencé avec Simone de Beauvoir, etc. Mais effectivement, aujourd'hui, on a l'impression que cette liberté est parfois une fausse liberté. Certaines parlent de génération sacrifiée. Et vous pointez ce que vous appelez, mais ce que beaucoup de psychanalystes appellent la femme mec. Alors, qu'est-ce que c'est que la femme mec? La femme mec, c'est pour ne pas l'appeler la nana. La femme mec, pour moi, c'est une femme qui est dans un excès masculin, qui n'est pas forcément consciente de cet excès masculin, parce qu'effectivement, la femme a énormément de rôles en dehors de la maison, de son travail à l'extérieur, des enfants, de l'éducation. Elle est en suractivité. Donc, elle est en suractivité, et cette suractivité, si vous voulez, la fatigue, l'épuise, la stresse, et elle n'est pas forcément consciente. Donc, à un moment donné, si vous voulez, ce stress va créer une espèce de décharge à l'intérieur de son corps, qu'on pourrait appeler le feu du dedans. Les chamans appellent ça le feu du dedans. Et
Qui va la rendre agressive. Qui va la rendre agressive. Qui va perturber le couple. Qui va la rendre vulgaire également. Ouais. Qui va faire d'elle une femme en rivalité avec l'homme et avec les autres femmes. Et qui fait qu'à un moment donné, toute cette ambiance dans laquelle elle se plaît d'ailleurs, hein, parce que ça la valorise. J'ai suffisamment donné à une époque de ma vie pour savoir de quoi je parle. C'est valorisé par la société moderne, par les médias. Tout à fait, mais en même temps, ces femmes se laissent entraîner dans ce piège parce que... Dans une nature qui n'est pas la leur, en réalité. Qui n'est pas la leur, et elles ont besoin de reconnaissance aussi, parce que l'abandon, nul n'y échappe. Donc à un moment donné, si vous voulez, c'est très facile de se laisser glisser dans cet excès de masculin, mais je peux vous assurer que beaucoup de maladies sont liées à cet excès de masculin. Alors, c'est ce qu'on appelle la femme phallique. On utilise le terme de phallus, le phallus au sens symbolique du pouvoir. Oui, tout à fait. Et elle veut le pouvoir, mais jusqu'où va-t-elle aller? Et l'homme, pour moi, la question que je me pose, c'est, mais l'homme dans tout ça, qu'est-ce qu'il va lui rester? Donc quel intérêt? Et c'est là où j'ai quelque chose de très important à vous dire, c'est que la femme, dans cette projection d'excès de masculin qui est alimentée par l'environnement, par le travail également, elle ne se rend pas compte qu'elle projette son masculin. Donc on pourrait croire qu'elle rejette l'homme, mais ce n'est pas l'homme qu'elle rejette. Elle fait une projection de son excès de masculin qu'elle ne connaît pas. Alors cette difficulté à assumer sa féminité, à s'en servir, c'est pas seulement un problème pour la relation homme-femme, dont on voit les effets au niveau de la multiplication des divorces, c'est aussi un problème pour les enfants. Tout à fait. D'abord, il y a les fausses couches qui parfois sanctionnent d'emblée une difficulté relationnelle, mais il y a aussi l'éducation des enfants qui est problématique. Je suis totalement, comment dirais-je, touchée par le fait que ces enfants souffrent et qu'ils n'ont pas les parents qu'il faut pour entendre, mais c'est pas parce que les parents ne veulent pas, c'est que les parents ne peuvent pas. Et c'est là qu'il y a une éducation, c'est là qu'il y a des structures à mettre en place qui pourraient être très très simples et pas rentrer dans des grands discours et des grandes phrases qui pourraient permettre justement à enlever cette charge de culpabilité chez ces personnes, chez ces mamans qui, elles, ont envie d'être des bonnes mamans, il n'y a pas de raison, mais elles sont face à quelque chose qu'elles ne maîtrisent pas, qu'elles ne contrôlent pas. Donc dans cet excès de travail à l'extérieur, c'est forcément au détriment des enfants. Alors en même temps, vous expliquez que les souffrances font partie de la vie, que c'est ce qui permet de se construire et qu'elles préexistent presque à l'être humain dans la division cellulaire. C'est l'origine de la vie, la souffrance. Oui, voilà, c'est ça. On ne peut pas y échapper. Quand on sait, et là c'est scientifique, parce que moi je ne suis pas une scientifique, mais on sait que la cellule se divise à l'origine et que c'est grâce à cette division qu'elle se multiplie. Donc ça veut bien dire que la division et la multiplication sont complémentaires. Donc à un moment donné, le tout c'est d'harmoniser, c'est de mettre en complémentarité, comme pourrait l'être un homme à une femme et inversement, qui fait qu'à un moment donné, ça va créer quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus harmonieux, mais aussi parfois de complètement dissocié. Et c'est cette maladie très mystérieuse qui est la schizophrénie, qui touche tout de même 1% de la population française, c'est-à-dire que c'est énorme. Oui, et il y a différentes formes de schizophrénie. Il y a beaucoup de formes et on a aussi beaucoup de mal à la comprendre. Mais la schizophrénie fait partie de l'évolution. Le seul souci, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, cette schizophrénie, il faut la démystifier. Et à un moment donné, elle peut commencer très très tôt. Parce qu'on voit déjà chez des enfants de 3 ou 4 ans, on peut déjà voir des profils un peu criminels. Je dirais, bon, le mot est un peu fort, mais si vous voulez, c'est pas anodin un enfant quand il s'attaque à des animaux. Donc cette forme de schizophrénie est liée à des structures qu'il a programmées à l'origine. Des pulsions agressives. Voilà, des pulsions agressives. Et en plus, c'est l'origine primordiale qui n'a rien à voir avec la science et puis la religion ou quelque soit d'autre. C'est cette cellule qui se divise à l'origine. Alors on parle de plus en plus de psychanalyse, de souffrance psychique. Le médiateur lui-même maintenant parle de burn-out de la société française. Comment on peut les thérapies se sont beaucoup multipliées, notamment les thérapies cognitives sous l'influence des États-Unis. Comment est-ce qu'on peut se repérer dans ce maquis aujourd'hui des thérapies? Vous-même, vous avez une méthode qui est la programmation, rappelez-moi, structurale, intuitive, c'est ça? C'est une psychanalyse. Je tiens particulièrement à l'intituler parce que c'est une longue réflexion et beaucoup d'expérience, beaucoup de cas cliniques. Psychanalyse
informationnelle et intuitive. Informationnelle parce qu'à l'origine, nous on n'y est pour rien quelque part, mais à l'origine c'est du fonctionnement de la cellule. La cellule est hyper intelligente. Max de Cecatti a écrit un tout petit bouquin de l'homme à la cellule qui est très intéressant et qui définit bien que cette cellule est très intelligente, très réactive et cette cellule devient un corps humain. Donc quand on pense à tous ces enfants qui n'ont pas le verbe mais qui entendent et qui voient certaines choses, donc forcément cette cellule qui absorbe, elle va être envahie et à un moment donné les enfants vont recevoir comme nous on projette sur eux. Alors il y a un débat sur ces nouvelles thérapies parce qu'on dit les thérapies traditionnelles, la thérapie freudienne c'est trop long, c'est trop cher, etc. On n'a plus le temps aujourd'hui. Les thérapies cognitives c'est plus efficace, mais les puristes vous disent ça ne tient pas. Ça va fouiller dans l'inconscient trop vite, trop fort. Justement, c'est très intéressant ce que vous dites parce que effectivement la différence entre une thérapie dite, moi j'appelle ça conventionnelle parce que c'est beaucoup plus limité au côté intellectuel et mental de la personne. Donc justement, moi je me suis beaucoup attardée au ressenti de cette méthode. C'est-à-dire que la personne, au moment où elle va ressentir l'événement, ça va correspondre à une image. C'est tout le phénomène de l'analogie d'ailleurs qui se manifeste à ce moment-là et la psy intervient énormément dans le domaine du ressenti. Parce que ma question portait sur l'ampleur du remaniement psychique qui permet d'évoluer, de prendre conscience de ces névroses et petit à petit qui se déplacent, qui reviennent de temps en temps de façon différente. De s'y adapter, etc. Voilà. Il y a un problème de temps, malgré tout. Il y a un problème de temps, mais cette méthode est très rapide parce qu'elle est très ciblée, elle est très pointue. Vous savez, tous les modules qui ont été créés, ce ne sont pas les psychanalystes qui ont créé les modules. Ce sont les personnes, en venant consulter ces psychanalystes, qui ont donné la possibilité aux psychanalystes de créer. Alors en 2 mots, si vous vouliez expliquer votre méthode, comment ça marche? On vient vous voir, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez? On parle beaucoup, on parle énormément et on ressent énormément ce qui se passe. Mais la première chose que je fais toujours, parce que bon, j'ai pris l'habitude, par respect aussi pour mes pairs, c'est que je dessine toujours la cellule, hein, et puis à un moment donné, ça permet d'accéder dedans déjà. Et donc alors après, on travaille principalement sur la mère, parce que à l'origine, d'où je viens bien d'une mère. La réalité. L'emprise psychique de la mère est beaucoup plus forte que celle du père. C'est pas uniquement la mère en tant que mère, ce sont les structures de la mère qu'elle-même a programmées dans sa généalogie et qu'elle a transmis à son enfant. Les mamans, elles ont fait ce qu'elles ont pu. On n'est pas là pour incriminer les mères, on est là pour justement enlever l'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête. Alors, vous donnez des conférences, vous êtes coach, vous travaillez en milieu hospitalier, aussi bien à Pontivy que vous avez travaillé aussi à la Pitié-Salpêtrière. On peut dire aujourd'hui, toutes ces méthodes sont un progrès qui permet de soulager les souffrances et la marque d'un pays civilisé. D'ouvrir des portes, de donner beaucoup d'espoir à l'individu qui en a bien besoin et principalement les enfants parce que d'être mieux avec eux-mêmes et d'aller vers l'apaisement et puis s'il n'y a pas de travail d'en trouver et puis s'il y a un conflit au niveau du couple, c'est peut-être de se remarier plutôt de se déchirer indéfiniment. Voilà. Très bien. Et puis Martine Selleray, je vous remercie. Je vous conseille donc la lecture de ce livre, Pourquoi la femme est folle. À bientôt pour un prochain invité sur TBO.